Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, les centres de la petite enfance sont en grève les 2, 3 et 4 novembre prochains. La MRC de Charlevoix se dote d'un plan d'action en immigration. Le Conseil régional en environnement lance un cri pour sauver le caribou de Charlevoix. Centrale d'énergie à la biomasse de Maisons-Mères, ça démarre cette semaine. On vous présente l'exposition en cours à la bibliothèque René Richard. Le Symposium 2022 lance son appel de candidature. On en parle avec la nouvelle directrice artistique du Symposium, Anne Beauchemin. Et au sport, de Saint-Hilarion à Las Vegas. Les éducatrices et éducateurs des centres de la petite enfance seront en grève les 2, 3 et 4 novembre prochains. Et pour faire le point sur cette situation, je m'entretiens avec Stéphanie Vachon, représentante syndicale à la CSN. Madame Vachon, bonjour. Bonjour. Madame Vachon, d'abord, dites-moi, pourquoi on en est rendu à faire la grève la semaine prochaine dans les CPE? Oui, on a décrété 3 journées de grève Oui. Parce que la négociation piétine. On est à la table nationale, en fait, le volet national. On rencontre des difficultés face à la partie patronale. Nos demandes ne sont pas répondues. Nos travailleuses sont très, très, très mobilisées. Et puis, c'est important pour nous, là, vraiment, de faire valoir notre point auprès de la partie patronale. Puis, on sent qu'on a besoin de cette mobilisation-là pour faire débloquer les choses. Parlez-moi des points qui sont en litige, notamment au niveau des salaires. On a vu dans les derniers jours, il y a eu des offres, des contre-offres qui ont été déposées, mais ça ne semble pas aboutir. Mais pour nous éclairer, quelle est l'échelle salariale que vous proposez pour vos éducateurs et éducatrices en garderie? Nous, on a fait un exercice de relativité salariale dans les dernières années qui est venu classer chacun des appellations d'emploi les uns par rapport aux autres, Okay. Autant au niveau des responsabilités que de la formation. Et puis là, ce qui nous est proposé, c'est de défaire cette relativité salariale-là et de faire des augmentations différenciées par type d'emploi. Notre demande à nous, c'est vraiment un rattrapage salarial dès la première année. On veut atteindre la parité avec le secteur public parce qu'une technicienne en milieu scolaire a exactement la même formation que nous, puis elle gagne vraiment le 16 % de plus. Alors, concrètement, là, au niveau salarial, ça veut dire des échelles de quoi? Une éducatrice qui commence sa profession commencerait à quelle échelle salariale? Ça peut aller jusqu'à où? Ça peut monter jusqu'à combien, je dirais? Oui, mais en fait, nous, ce qu'on veut atteindre, là, c'est le 30 de l'heure pour l'éducatrice qualifiée, qui présentement atteint 25 de l'heure au maximum, avec plus aucune possibilité d'avancement. Donc, ça tourne autour de 5 d'augmentation. Il n'y a pas que ça non plus qui est en litige présentement. Il y a notamment la charge de travail, donc le nombre d'enfants par éducatrice. Oui. En fait, les ratios sont déterminés là, dans les règlements du ministère. Donc, c'est 1,5, 1,8, 1,10 par éducatrice. Ça, on est correct avec ça. Mais nous, on veut le faire inscrire dans la convention collective parce qu'on est toujours un peu à risque là, de faire changer nos ratios. Puis c'est la façon que les ratios sont appliqués dans les CPE qui est problématique. Et ça, c'est local comme tel, là. C'est des problématiques qui sont très locales. En fait, c'est très, très, très répandu dans tous les CPE parce que le ministère lui-même vient interpréter son règlement comme étant un ratio bâtisse au lieu d'être un ratio par éducatrice. Donc, l'inspecteur du ministère arrive dans le CPE, il regarde la quantité d'enfants puis la quantité d'éducatrices et si ça balance, il se dit « OK, ça fonctionne ». Peu importe les groupes d'âge, peu importe les difficultés particulières. Peu importe où sont situés, même physiquement, dans la bâtisse, l'éducatrice et le groupe d'enfants. Donc, on se retrouve avec des périodes de pause qui sont non remplacées. Une travailleuse doit surveiller à la sieste 16 enfants au lieu de 8 et ils ne dorment pas tous, tout le temps, tout en même temps. Donc, il y a cette problématique-là. Il y a à l'ouverture et à la fermeture aussi, où est-ce que les ratios débordent. Une travailleuse va se retrouver avec 12 enfants sous prétexte qu'il y en a une autre qui est en train de faire une planification dans un autre local, alors qu'elle n'est pas en présence enfant. Puis, on a aussi des problématiques de ratio où est-ce qu'au lieu d'avoir 8 enfants dans le groupe, on en a 9,
sous prétexte que dans l'autre groupe, il y en a un qui est malade cette journée-là. Il y en a 7. Oui, OK, je comprends bien. Exact. Il y a également là, toutes les problématiques des enfants qui ont des besoins particuliers. Est-ce que les CPE du Québec sont équipés pour faire face aux besoins particuliers de certains enfants? Il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que nous, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment plus d'éducatrices spécialisées qui viennent apporter du soutien aux éducatrices à l'enfance qui ont des enfants à besoins particuliers. On a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers, puis ils ne sont pas tous avec des diagnostics. Il y a plusieurs enfants là, qui sont en chemin vers un diagnostic. Et s'ils n'ont pas de diagnostic, il n'y a pas de subvention qui vient avec et il n'y a pas d'aide qui est apportée sur le plancher pour les travailleuses. Maintenant, les 2, 3, 4 novembre prochains, il y a donc la grève au CPE. Qu'est-ce que ça signifie pour les parents? Les CPE n'offriront pas de service ces 3 journées? Exactement. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir accès à leur CPE lundi et vendredi. Mais le mardi, mercredi, jeudi, ce sera fermé, là, la porte sera close. Avez-vous l'impression que vous avez le soutien des parents dans vos revendications? Les parents sont très, très, très conscients de la qualité des services dans les CPE, autant de la part de leur éducatrice que du soutien, que de même de la responsable en alimentation. Ils sont très conscients de cette qualité-là, puis ils sont vraiment derrière nous parce qu'ils savent qu'on est sous-payé. Un milieu majoritairement de femmes, pas du tout reconnu à la hauteur. On a une technique collégiale qui n'est pas suffisamment payée et reconnue. Donc oui, les parents sont derrière nous. On le sait que c'est un inconvénient, mais la pandémie leur a prouvé qu'ils ne peuvent pas prendre pour acquis leur service de garde. Et là, ce qu'on se retrouve avec la pénurie de personnel, c'est des services de garde qui ferment parce qu'il manque de relève. Bien, en terminant, justement, je voulais vous poser la question. Le gouvernement a annoncé 37 000 nouvelles places en garderie au cours des prochaines années. Est-ce que c'est un défi qui est réalisable ou on est déjà en manque de personnel dans les CPE? C'est quoi votre opinion en tant que syndicat là-dessus face aux annonces gouvernementales? C'est très, très, très ambitieux comme projet. Et une des difficultés qu'on voit, c'est une espèce d'accélération de formation puis de niveler par le bas. Pendant la pandémie, le gouvernement est venu descendre l'obligation des ratios de personnel formé à 1 sur 3 qui doit être formé. Puis là, il met sur le terrain des versions accélérées de formation pour essayer de former le plus de monde possible. Fait que nous, on a peur que ça déraille un peu, là, puis qu'on se retrouve avec beaucoup de personnel qui est non formé. Puis c'est pas vrai qu'on peut faire ce travail-là en étant non formé. Là, ça prend une base puis de l'expérience qui vient avec. Donc, il y a vraiment une inquiétude là, que ça déraille. Puis c'est sûr que ça ne va pas aller aussi rondement qu'ils le souhaitent. Il faut redresser les conditions de travail si on veut rendre la profession plus attractive. Et c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine avec 3 jours de grève? Oui, tout à fait. C'est notre objectif à la table de négociation et les travailleuses nous le disent clairement. Le mandat, il est très, très clair. Madame Vachon, je vous remercie pour ces explications. Merci à vous. Merci, à la prochaine. La MRC de Charlevoix se dote d'un plan d'action en immigration et on fait le point là-dessus en compagnie de Myriam Cloutier et des représentants du service d'accueil des nouveaux arrivants. Il y avait une opportunité, en fait, de faire financer l'élaboration d'un plan d'action et par la suite d'avoir du financement pour des actions sur notre territoire. Grâce à l'aide financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, la MRC de Charlevoix peut débuter la première phase de son plan d'action auprès des nouveaux arrivants. Pour favoriser l'établissement durable de l'immigration là, chez nous, il y a des conditions à réaliser, en fait, pour y arriver. Puis, entre autres, le logement, on va se le dire, c'est un enjeu dans notre région. Il manque de logements accessibles, donc des logements, je vous dirais, pour tout type des familles, autant que pour des personnes seules, etc. Fait que, il y a du développement à faire là-dessus, puis ces mots l'appui ne pouvaient pas nécessairement agir sur cette avenue-là. Fait que nous, on voulait aussi agir au niveau de l'accueil parce que, justement, il y a des caractéristiques qui sont parlées, que le ministère partage, en fait, pour savoir c'est quoi une collectivité qui est accueillante, qui est inclusive. Puis il y avait le logement, l'accueil, aussi tout l'aspect aux relations interculturelles, tout l'accueil au niveau du racisme, comment les gens réussissent à s'intégrer dans le milieu et tout ça. L'implication de l'employeur est primordiale dans le processus d'intégration afin de permettre un appui constant et de résoudre en partie le problème de pénurie de main-d'œuvre.
comment nous, la région, on peut être compétitive à ce niveau-là, comment on peut attirer ces gens-là, puis surtout les retenir. Hein. Ça aussi, c'est vraiment un enjeu majeur. En fait, même ici, c'est l'enjeu qu'on souhaite travailler, la rétention des gens. Parce que, tu sais, nos paysages et tout ça, c'est très attractif, mais est-ce qu'ils peuvent avoir des bons emplois, reconnaissance de leurs compétences sur le marché du travail? Comme je vous dis, le climat d'accueil est super important. Il existe déjà des organismes sur le terrain comme le SANA qui guident et accompagnent les nouveaux arrivants. Je vais m'entretenir avec Émilie Bérubé et Lucie Hott. On les aide à s'installer, effectivement. On les aide dans toutes leurs démarches administratives. On les aide même en amont, quand on a la chance de bien communiquer avec les entrepreneurs de la région qui nous donnent les contacts des nouveaux arrivants. On leur dit même quel papier ne pas oublier. On les rassure qu'on va être là pour eux à leur arrivée. Puis, effectivement, quand ils débarquent, suite à leur quarantaine ou pas, si ils sont maintenant vaccinés, on les accueille, on les aide à trouver des appartements, ce qui est extrêmement difficile, mais on fait ce qu'on peut, à les inscrire à la garderie, inscrire à l'école. Mais on travaille vraiment en collaboration. Donc, on va se référer des candidats mutuellement là, pour justement là, offrir le meilleur service possible. Puis c'est sûr que Place aux jeunes, on les intègre, en fait, on va les accueillir, on va les intégrer, puis le SANA, dans le fond, l'équipe du SANA va organiser des activités pour justement assurer leur rétention, des activités d'intégration, pour s'assurer que tous ces gens-là qui arrivent dans la région, qui restent. Les ressources sont maigres alors que la demande ne cesse d'augmenter. Puis offrir plus, bien honnêtement, déjà, nous, on aimerait le faire aussi parce que on manque de ressources pour aider tous les nouveaux arrivants. C'est étonnant. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte de la quantité de nouveaux arrivants qu'on a sur le territoire. On a des Philippins, on a beaucoup de Latino-Américains, on a des gens d'Afrique, beaucoup aussi. C'est étonnant la quantité de gens qui viennent supporter l'économie locale. Le comité de pilotage sera formé d'acteurs importants de la région. Au niveau des employeurs, on a quand même M. Éric Lavoie, qui est chef d'équipe au CIUS Capitale-Nationale. On a également le maire de l'île aux Coudes, M. Desgagnés, qui est aussi un employeur qui recrute également là, des travailleurs saisonniers. On a la mairesse de Saint-Urbain, qui a aussi un enjeu d'attractivité dans sa communauté, que ça y tenait vraiment à cœur, l'accueil des nouveaux arrivants. On a évidemment Mme Horvat, la directrice générale de la MRC de Charlevoix, qui est là pour tout l'aspect MRC. Fait que cette belle gang-là, ce groupe de gens motivés-là, ils veulent vraiment là, travailler pour agir sur ces enjeux-là que je vous ai parlé. Un financement supplémentaire sur 3 ans permettra d'aller encore plus loin dans l'action et la vitalité de la communauté. Le Conseil régional en environnement de la Capitale-Nationale lance un cri d'alarme. Il faut sauver le caribou de Charlevoix. Et pour faire le point là-dessus, je m'entretiens avec David Vien, qui est chargé de projet en milieu naturel pour le Conseil régional en environnement. Monsieur Vien, bonjour. Bonjour. Monsieur Vien, on lance vraiment un cri d'alerte parce que le cheptel de caribou peut disparaître dans les prochaines années si on ne fait rien. Bien, en quelques années à peine, on est passé d'un cheptel de 54 à 19. Ça, c'est les dates, c'est les chiffres de l'année dernière, 19. Donc, il reste 19 caribous sur le territoire de Charlevoix. Il en reste moins que 19. Il en restait 19 en 2020. Fait qu'on n'a pas encore les chiffres de 2021, mais si on suit la courbe, il devrait en rester peut-être une quinzaine, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé là, entre 2017, où on en avait 56, et puis aujourd'hui, on en a moins d'une vingtaine? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça ne s'est pas passé depuis... c'est depuis 92 qu'on sait que le cheptel descend. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on connaît la chute du cheptel du caribou. Le problème, c'est qu'on a continué à aménager la forêt sans vraiment en prendre considération. Ça veut dire quoi, donc, ça, concrètement? Ça veut dire que le caribou a un habitat, son habitat qui nécessite des forêts plus âgées, avec des grands pans de territoire qui sont non fractionnés. Fait qu'il y a, où on voit là, peu de routes, fait qu'un territoire vierge, autrement dit, assez relativement vaste. Puis depuis, justement, on fractionne le territoire beaucoup. On implante à chaque année des nouveaux chemins forestiers et pour accéder à la ressource forestière, c'est bien correct, mais oui, on ne les referme jamais. Donc, ça, c'est
Donc, pour vous, là, le déclin du cheptel est directement lié à l'exploitation de l'industrie forestière. Oui, tout à fait. On comprend bien là, que des coupes à blanc, ça vient couper des morceaux de territoire pour les caribous. Mais ce que j'aimerais mieux comprendre, c'est vos chemins de passage. Oui, expliquez-nous. Oui, bien, c'est pas nécessairement une coupe à blanc, c'est plus le fractionnement du territoire. Fait qu'on vient diviser le territoire, puis juste avec les chemins forestiers, même si les forêts autour du chemin ne sont pas bûchées, mais ça donne un avantage concurrentiel, disons, aux prédateurs. OK, ça vient intervenir dans la loi de la jungle. Là. Exactement. Donc là, on a des projets, il y a des projets de fermeture de chemin pour régler le problème. Oui. Il y avait un appel d'offres qui a été lancé par le gouvernement cet été, mais il a été annulé. Parce que c'est ça, finalement, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est face à l'inaction du gouvernement que vous faites cette sortie cette semaine. Ben oui. On comprend que le gouvernement a reporté son plan d'action à plus tard. Pouvez-vous nous faire le point là-dessus? Bien, ça fait... le gouvernement devait sortir en 2019 une stratégie là, pour le rétablissement du caribou. Il a décidé de le reporter à 2022. Puis là, actuellement, ils disent qu'ils vont le reporter en 2024. Fait que c'est depuis 1992 qu'on sait que le problème est là. Fait que c'est depuis ce temps-là qu'on fait juste reporter la décision de réaménager la forêt là, selon le caribou. Là, actuellement, on a quand même, au niveau des aménagements forestiers, les forestiers du coin ne bûchent pas là, dans l'habitat du caribou. Là. Ouais. Depuis 2019, là, il n'y a pas d'activité forestière dans le secteur. Ça nous laisse quand même un jeu là, Mais malgré tout, là, on constate que la population est vraiment en baisse. Pensez-vous qu'on a annoncé là, qu'on allait créer de grands enclos pour protéger les caribous des prédateurs? Est-ce que ça vous apparaît comme une bonne solution? Ce n'est pas une mauvaise décision, mais c'est une décision qui est nécessaire parce qu'on n'a rien fait avant. OK. Que faudrait-il faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, c'est beaucoup des erreurs du passé là, qu'on subit. Fait que là, actuellement, c'est vraiment de faire un peu de restauration en fermant là, toute une bonne quantité de chemins forestiers qui sont inutilisés, qui ne sont pas nécessaires actuellement. Puis d'assurer là, une protection à long terme pour les territoires là, résiduels qui restent pour le caribou forestier. Ça, entre autres, est-ce que ça veut dire partir à la chasse aux prédateurs? Est-ce que ça veut dire partir après les loups, partir après les meutes qui s'attaquent au caribou? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une solution qui s'est avérée efficace ça, dans le temps de chasser justement les prédateurs parce qu'on vient tout changer l'équilibre. Il y a un exemple patent là, qui est à Yellowstone aux États-Unis où il y avait éradiqué les loups. Puis, il y a plein d'autres espèces qui ont tombé comme en même temps que le loup, jusqu'au moment où ils ont réintégré le loup sur le territoire. Puis, les espèces qui espéraient sauver en coupant les loups sont revenues une fois que les loups sont revenus. Donc, c'est tout un équilibre dans les écosystèmes. Fait que si tu enlèves un maillon de cette chaîne-là, on déséquilibre tout. Fait que moi, je ne suis pas persuadé par cet aspect-là de venir chasser les loups. On connaît mal comment tout l'écosystème pourrait réagir à ça. Parce que là, on est passé de 54 à 19. Le cheptel est presque en voie d'extinction. Il y a une question d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Là, on va les mettre en enclos cette année. Et puis à moyen terme, on fait quoi? Bien, c'est ça. Les mettre en enclos, ça, on est rendu là, on n'a pas le choix. Fait que là, c'est une bonne chose de le faire. Mais comme je vous ai dit là, tantôt, c'est venir refermer les chemins forestiers pour empêcher justement les prédateurs de pouvoir faire de grandes distances pour pouvoir accéder là, au cheptel de caribou. Bien, Monsieur Vien, je vous remercie. Merci pour ce cri d'alarme. Est-ce qu'on comprend que le Conseil régional en environnement va suivre de près l'évolution du cheptel pour les prochaines années? Oui, mais nous, on suit ça déjà depuis quelques temps. On existe depuis une trentaine d'années, puis on fait partie des tables régionales de concertation au niveau de la gestion de la forêt, les tables GIR qu'on appelle. Donc,
via ces instances-là, on est toujours en contact avec les autorités. Bien, Monsieur Vien du Conseil régional en environnement de la capitale nationale, merci pour ce cri d'alarme. Et puis, on va se reparler là-dessus parce que, franchement, le cheptel est vraiment en voie de disparition. Alors, on vous revient là-dessus dans le courant des prochains mois. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vien. Élisabeth Tailleur, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, c'est cette semaine qu'on démarre l'usine à la biomasse qui chauffera dorénavant Maison-Mère. Oui, et puis d'ailleurs, il y aura plusieurs tests qui seront effectués pendant 3 jours et il fera très chaud à Maison-Mère. Donc, pour en connaître davantage sur le sujet, on vous a préparé un reportage. Merci. Merci. Depuis plusieurs années, la ville de Baie-Saint-Paul travaille pour trouver des solutions à l'augmentation des gaz à effet de serre. L'idée de la biomasse forestière est survenue dans l'optique de chauffer l'ancien hôpital. Il y avait l'ancien hôpital qui était ici, qui utilisait des grosses chaudières au mazout, puis pour lequel ça avait été discuté là, justement d'y aller vers une conversion en prenant l'hôpital comme grosse source d'énergie là, pour alimenter ou utiliser la biomasse. Avec l'acquisition de Maison-Mère en 2017, il est devenu urgent et nécessaire de convertir le système à l'huile et électricité par un système à combustible carboneutre. Objectif premier, réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment. Puis, objectif second, faire la conversion du système à l'huile et électricité vers le système de chauffage à la biomasse. Le rajeunissement de certaines structures, telles le toit et les fenêtres, a permis d'éliminer certaines pertes de chaleur. Le but, avec la centrale à la biomasse, c'est de permettre un contrôle des pompes et des chaudières de façon automatisée et de permettre à d'autres entreprises d'en bénéficier ultimement. Le copeau de bois est livré directement à l'usine et est déposé sur un convoyeur qui achemine le combustible à la chaudière. Cet appareil chauffe de l'eau qui est redistribuée dans des serpentins pour poursuivre sa route dans des tuyaux souterrains. Ultimement, l'eau chaude se rend dans les radiateurs en fonte de Maison-Mère et chauffe tout le bâtiment. L'approvisionnement en copeaux de bois se fait grâce aux résidus de bois non utilisés par les scieries ou les entreprises de construction. À Baie-Saint-Paul, on parle d'un partenariat avec l'entreprise Cedreco, une scierie de Saint-Aimé-des-Lacs. C'est quand ils délignent leur bois, fait que c'est les croûtes, si on veut, là, qui font le tour du tronc, qui sont passées au broyeur, puis qui sont entreposés, lui, sur place dans un entrepôt couvert. Puis après ça, quand on va avoir besoin de copeaux pour remplir la centrale, on les appelle, ils nous amènent une livraison, ils déposent ça dans notre réserve à copeaux. Puis après ça, le cycle qu'on a vu tantôt là, se met en marche. Là, on amène le copeau, on le brûle, puis on produit de l'eau chaude en continu pour chauffer le bâtiment. À compter du 1er novembre, le système de chauffage de Maison-Mère sera mis à l'épreuve pendant 3 jours afin de vérifier l'efficacité du réseau. Élisabeth Tailleur pour TVCO. Pierre-Olivier Gué de la ville de Baie-Saint-Paul nous explique que la raison, la nature et le pourquoi de l'exposition Hommage à nos paysages, présentée jusqu'au 14 novembre prochain à la bibliothèque René Richard. J'accueille Pierre-Olivier Gué, agent en patrimoine à la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Il y a actuellement, oui, bon matin. Il y a actuellement une exposition à la bibliothèque René Richard qui s'appelle Hommage à nos paysages, comme on voit ici. En quoi sont liés l'exposition et le plan paysage de Baie-Saint-Paul qui a débuté en 2019? Donc, en fait, tout le plan paysage découle des études qu'on a été effectuées, sondages citoyens pour le plan paysage. Le plan paysage, ça crée un peu des objectifs et des actions pour chacune des unités paysagères qu'on retrouve à Baie-Saint-Paul. Une unité paysagère en tant que telle, on peut parler du Cap-aux-Corbeaux, du centre-ville, du Rang-Sainte-Croix, Sainte-Catherine. Toutes ces unités paysagères-là ont des caractéristiques et des unités de paysagères différentes. Oui. Donc, comme les champs, les milieux plus urbains comme le centre-ville. Les milieux environnementaux, les milieux humides, autant l'accès au plan d'eau, autant aussi sur la revitalisation du centre-ville, l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Et donc, par rapport à la mise en œuvre, vous en êtes rendu où exactement à la ville?
Donc, en tant que tel, c'est suite à une entente paysage, là, Capitale Nationale, on a eu des subventions de leur part pour créer des outils de sensibilisation. OK. Donc, par exemple, là, ça, c'est un outil de sensibilisation plus culturel, mais aussi, là, c'est pour, par exemple, là, on va faire des événements grand public à l'hiver 2022. OK. Donc, ça s'en vient, là. Oui, exactement. La population de Baie-Saint-Paul va être s'ils sont intéressés, de venir participer. Aussi, ça va être pour les élus puis les fonctionnaires des municipalités, des MRC de Charlevoix. Donc, les 2 MRC vont être invités. Puis aussi pour sensibiliser les étudiants aussi dans les écoles, là, avec certaines activités aussi. Ça, on va être rendu là à l'hiver 2022. Ça bouge, là. Oui, en tant que tel, on était prévu en 2021, mais compte tenu un peu des circonstances. Des circonstances, là, on est vraiment rendu là, en 2022, on va relancer le tout là, complètement. Peut-être me parler un peu du concept de l'exposition qui a lieu à la bibliothèque. Là, on voit ici une photographie qui fait partie de cette exposition-là. C'était quoi le concept de base? Donc, en tant que tel, c'est qu'on voulait revenir voir Baie-Saint-Paul à l'époque, à quoi ça ressemblait, avant les outils urbanistiques, puis le développement de la municipalité. Oui. Puis venir demander aux artistes des ateliers... qui sont à Maisons-Mères, entre autres, oui, là, exactement. avec Marilyn Busque. Oui. Puis venir voir, OK, c'est qu'est-ce que vous voyez? Comme par exemple, ici, ça, c'est la seule représentation que Baie-Saint-Paul, avant toute construction. Oui. Donc, on voit les grandes forêts de pins rouges là, qui ont été abattues suite à la construction navale. Là. Okay. Et par la suite, là, c'est vraiment, bon, sans les actions, les objectifs qui ont été inscrits là, dans le plan paysage, dans le plan d'action paysage, c'est qu'est-ce que Baie-Saint-Paul pourrait devenir. Okay. Donc, autant... on va dans le négatif autant qu'on va dans le positif. Donc, la conservation de bâtiments patrimoniaux, bon, on a des bels exemples, puis on a l'autre exemple complètement différent, là, si on démolit tous les anciens bâtiments. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, cette exposition-là, si je comprends bien, est vraiment là pour réveiller les gens ou les conscientiser plutôt là, sur le paysage de Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. En fait, c'est un peu étrange de parler de paysage puis qu'on voit un centre-ville puis des rues, mais c'est une unité paysage du plan paysage, là, donc c'est le centre-ville. Essayer de conserver l'état actuel des bâtiments puis sensibiliser les gens à conserver l'état architectural des bâtiments. Mais aussi, on parle des paysages, là, autant les magnifiques vues qu'on a de... Ça, c'est une unité paysage, le bas de la baie, chemin de la Pointe. Donc, ça, c'est une unité qui a vraiment revenu dans le sondage citoyen là, qui a été effectué. Puis, dans cette exposition-là, il y a 6 artistes, je pense, qui ont participé des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces artistes-là? Oui, donc autant qu'il y a eu Karine Locatelli, Vanessa Locatelli, il y a eu Pierre Bouchard, Frédéric Ouellette, il y a Marie-André Bédard et Christina Fortin, qui ont toutes offert des œuvres là, qui ont vraiment, à partir de la photo, qu'est-ce qu'ils voyaient, puis selon un peu la description que la ville de Baie-Saint-Paul définissait pour chaque unité. Okay. Donc c'est vraiment comme ça s'est formulé là, pour faire les œuvres. Là. Donc, c'est vraiment une inspiration. Qu'est-ce que la photo leur inspirait, finalement? Oui, exactement. Donc ici, c'est un super bel exemple, là, c'est Capot-Corbeau dans les années 80, avec les arbres et tout, mais on voit la montagne Cabaret à l'arrière qui a été inchangée depuis ces années-là. Puis, qu'est-ce que M. Ouellette est venu faire? Bien, est-ce qu'on met des champs en plantation, des coupes d'arbres, etc. Donc, lui, il s'est mis vraiment là, une touche là, vraiment artistique pour venir définir, OK, une montagne aucunement conservée, qu'est-ce que ça pourrait donner? À quoi ça pourrait donner? Puis je pense que c'est juste après cette image-là, on voit sur la rue des maisons ancestrales, puis en face de ces maisons-là, c'est des nouvelles constructions. Là, on voit juste ici. Donc ça ici, c'est une belle vue là, de la rue Saint-Joseph dans les années 30. Donc on voit encore, même dans les années 30, aujourd'hui, la maison est intacte, là, la petite maison à gauche. Et à droite, qu'est-ce que ça pourrait donner là, avec un nouveau quartier complètement en avant, là, donc sans outils de sensibilisation d'un quartier historique de Baie-Saint-Paul. C'est à suivre. Et le plan et l'exposition qui se termine le 14 novembre. 14 novembre prochain. Merci beaucoup, M. Gay. Bien, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. C'est au mois d'août 2022 que se déroulera le 40e symposium de Baie-Saint-Paul et on a rencontré sa nouvelle directrice artistique. L'appel à projet du 40e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul est lancé et je me suis rendue sur place pour rencontrer Anne Beauchemin, la directrice artistique. Oui, la thématique que j'ai proposée pour l'année 2022, c'est la première fois qu'elle est
proposé au symposium. C'est connecter, interconnecter le monde numérique en question. Dans le passé, il y a des artistes qui ont travaillé avec des technologies numériques, mais là, c'est la première fois qu'on l'aborde comme un thème. Puis en fait, ce que je propose, je ne m'adresse pas à des artistes qui travaillent uniquement les technologies numériques, c'est plutôt de proposer aux artistes leur impression de ce que c'est vivre dans un monde numérique où les communications ont changé, où notre manière de faire, notre manière de vivre a changé. Donc, c'est vraiment de voir tous les aspects, finalement, du monde numérique et puis l'exprimer, exprimer ces idées-là dans tous les médiums. Ça peut être exprimé avec la peinture, avec le dessin, l'installation, photographie, vidéo, enfin, c'est tout ça. L'idée, c'est que je m'intéresse à la société puis à l'évolution de la société depuis un bon bout de temps. Puis je trouve que dans l'histoire, il y a eu des gros changements qui se sont faits, dont des changements technologiques au début du 20e siècle, quand le téléphone, l'avion, la voiture a été inventé. Je veux dire, ça a créé des gros changements dans la société. Et là, on vit une période de changement qui est aussi importante. Et c'est ça, je propose aux artistes de faire un peu un portrait de notre société actuelle. Et j'ai choisi ce sujet-là parce que, justement, ça touche tout le monde. On vit tous dans ce monde-là. Et je trouve que c'est important pour un événement, pour le symposium qui est ouvert à tout le monde, de prendre un sujet qui va toucher tout le monde, qui va déjà dire quelque chose aux gens, aux visiteurs qui vont venir. À l'heure actuelle, on est en appel de projet. À quoi ça ressemble? Est-ce que vous avez déjà reçu des demandes? C'est quoi? Ça ressemble à quoi un peu les candidatures? Les appels à projets, on n'a pas reçu encore. En fait, l'appel à projet a été lancé il y a à peu près 3 semaines. Et puis, les artistes ont jusqu'à la mi-décembre pour envoyer leur projet. Et habituellement, j'ai fait partie du jury du symposium pendant longtemps. Et habituellement, on commence à recevoir les demandes vers fin novembre, début décembre, parce que les artistes ont besoin de temps aussi pour se faire une tête sur ce sujet-là, puis après ça, préparer un dossier. C'est quand même un dossier important. On leur demande de préparer un CV, de rédiger un texte sur leur interprétation du thème, et puis il faut qu'ils montent un dossier visuel d'œuvres qu'ils ont déjà faites. Donc, c'est ça. Fait que ils prennent en général... On aime bien laisser environ 2-3 mois aux artistes pour travailler là-dessus, parce que c'est pas le seul projet, la plupart du temps, sur lequel ils travaillent. Fait qu'on va en avoir plus de nouvelles au mois de décembre. Pourquoi je me suis présentée? Parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse au symposium et que je travaille avec le musée ici. À la fin des années 90, on m'avait demandé de faire une étude de la collection qui était issue des œuvres du symposium depuis 1982 et d'étudier aussi les thématiques. En fait, de faire un peu une synthèse des 20 premières années du symposium. Alors ça m'a fait vraiment beaucoup connaître l'événement. Je l'ai refait en 2010. Et puis après, le symposium, c'est un événement que je visite à chaque année. Et puis cette année, je me suis dit, pourquoi pas? Quand il y a eu l'appel à projet, je me suis dit, pourquoi pas? Puis c'est moi qui ai été choisie parmi les candidatures. Et puis je suis très, très contente de ça parce que pour moi, ça va être une expérience vraiment extraordinaire là, de vivre, passer ce mois-là avec 12 artistes, dont un 13e aussi, qui va travailler au domaine Forget. Ça, c'est la première fois cette année là, qu'on a cette ouverture. En fait, c'est un partenariat qui a été établi entre le musée et le domaine Forget. Le domaine Forget a un jardin de sculpture depuis quelques années. Et puis, alors, on demande à un artiste d'aller travailler dans le domaine pour faire une œuvre soit éphémère, soit permanente. Mais alors, il va y avoir un 13e artiste cette année. Alors, on espère que le symposium de l'année prochaine va être un symposium comme ceux d'auparavant, c'est-à-dire tous les artistes présents sur place, parce que pour eux, c'est mieux aussi d'être ensemble, parce qu'il y a toute une dynamique aussi qui se crée entre les artistes, et puis
pour eux, c'est ce que j'ai souvent entendu, c'est une expérience de création qui est vraiment intéressante. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, tout d'abord, là, Marie-Pierre Chouinard passe de Saint-Hilarion à Las Vegas. De quoi s'agit-il? Bien, parce que Marie-Pierre Chouinard, on la connaît comme étant une patineuse artistique, mais elle est également une femme d'affaires depuis de nombreuses années, pour ceux qui le savent déjà ou qui ne le sachent pas. Marie-Pierre Chouinard qui a signé un partenariat avec la patineuse russe que j'appelle Alexandra Trusova. Et c'est à Las Vegas que les discussions, les pourparlers ont commencé et qu'ils ont été en finalisation. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Mme Chouinard? Alors, Mme Chouinard, de un, elle, en fait, elle concocte des bijoux. Elle fait des bijoux, okay. Oui. Elle fait vraiment des bijoux, là, que ce soit des bagues, des colliers ou peu importe. Elle a une collection de bijoux qu'elle produit elle-même. Donc, d'où vraiment l'association avec l'athlète qui est également aussi une patineuse russe, Alexandra Trusova. Et cette même personne ici qu'on voit, elle est l'une des favorites pour remporter les Jeux olympiques d'hiver qui vont s'en venir en 2022. Alors, pour Marie-Pierre Chouinard, de un, l'opportunité de la faire est là, mais en plus, au niveau sportif, d'être jumelée à ça, c'est merveilleux. Donc, cette patineuse devient l'ambassadrice des bijoux de Mme Chouinard. Donc, c'est ça. Il y a eu vraiment une entente qui a été signée comme telle. Donc, les deux sont en association d'affaires à ce niveau-là. Et évidemment, comme des deux côtés de la médaille, affaires et sportifs sont élevés d'un cran, mais pour elle, là, vraiment, c'était une occasion qu'elle ne voulait pas rater et on la salue pour ça. Et Mme Chouinard également va donner du temps pour les jeunes de l'école secondaire. Oui, donc elle va justement organiser une formation en entrepreneuriat pour les jeunes de l'école secondaire de la Malbaie. Ça va se passer les 10 et 11 novembre prochains. Et ça, mais c'est dans le cadre du cours Ose entreprendre qu'on connaît déjà dans Charlevoix. Alors, c'est à l'intérieur de ça que le cours va se faire. Donc, pour les jeunes qui veulent apprendre un peu le métier de, peut-être pas de business, là, mais le métier d'entrepreneur, ça va être l'occasion rêvée. Alors voilà, ça continue à progresser pour Mme Chouinard. Et voilà, et on est très content pour elle. Par ailleurs, Maxime, plusieurs coureurs de Baie-Saint-Paul se sont distingués lors du rendez-vous de la santé. Absolument. Donc, comme on le voit ici sur la magnifique photo, donc Baie-Saint-Paul a été à l'honneur, si je peux le dire, dans ce rendez-vous de la santé-là. Donc, Simon Rébiard de Baie-Saint-Paul, qui lui, vraiment, a remporté l'épreuve du 10 km avec un temps de 37 minutes, malgré le vent et la météo qu'on avait. Oui, qui n'était pas Clément. Exactement. Et du côté de Clermont, on a Camille Girard, qui est du côté des femmes, 10 km avec un temps de 43 minutes. C'est très, très bien fait. Et également, l'athlète connu Alexis Froment, qu'on connaît tous, lui, il revenait d'une blessure de plusieurs mois dans son rendez-vous de la santé. Il a remporté l'épreuve du 5 km en 16 minutes. Évidemment, pour lui, un 5 km, c'est un peu lent parce que d'habitude, il fait des temps beaucoup plus élevés que ça. Mais là, c'est un peu lent, mais pour un retour de blessure, il déclare que ça a été un bon point de départ pour se remettre dedans. Alors, on est très content. Combien de participants au rendez-vous de la santé? Oui, alors on a 63 participants qui sont inscrits au 5 km et 46 à l'épreuve du 10 km. Dans ce nombre-là. Donc, une centaine de participants. Oui, une centaine de participants qui ont participé là-dessus. Et cette année, pour beaucoup de monde, ça n'a pas seulement été un rendez-vous de la santé de vitesse, mais également d'endurance parce que le vent était beaucoup plus présent qu'on est habitué de le faire à l'heure actuelle. Alors, ça a été l'endurance, la vitesse. Donc, disons qu'il y avait beaucoup de contraintes à prendre en ligne de compte pour les coureurs, mais quand même, comme vous le voyez, les sourires, là, on a eu beaucoup de plaisir. Parlant d'endurance et de vitesse, parlons donc un peu du Canadien. Oui. Font-ils preuve d'endurance et de vitesse ces derniers temps, monsieur? Le Canadien reprend un peu de vie, je dois le dire. Là, en date d'aujourd'hui, on a 2 victoires à nos 3 derniers matchs contre Détroit et contre San Jose. Ou 2 victoires à leurs 7 premiers matchs. Et voilà, oui, on peut aussi le voir de cette façon-là. Le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide. Et je veux souligner, face aux Sharks, première victoire depuis 1999. J'avais 8 ans à l'époque quand c'est arrivé, cette dernière victoire-là. L'avantage, c'est qu'on marque davantage de buts. L'avantage numérique produit plus avec l'arrivée de Mike Hoffman. Et la clé pour les victoires du Canadien, c'est simple, c'est de jouer d'une façon collective. C'est comme ça qu'on réussit à l'emporter. Et là, pour le CH, il reste 2 matchs sur la côte ouest californienne. Dans son voyage de l'Ouest, oui. Donc, il reste Anaheim et bientôt, face aux Kings, il y a un certain Philippe Danault, je pense que vous le connaissez bien à la maison, un ancien du Canadien qui a joué 6 ans à Montréal. Alors, en espérant qu'ils seront joués collectivement. Oui, on l'espère aussi. Puis Maxime Jodoin, je vous remercie là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est tout pour les actualités cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine.